est de retour pour la lecture de La Corne des Sables d'Ivoire. Nous revoilà à la croisée des chemins où on va revoir cette terrible jungle, puisque ça y est, nous avons affronté les épreuves administratives avec un curieux personnage du nom de Frère Plouf qui va nous accompagner vers cette jungle. Alors, est-ce que ça va être aussi dur que la première fois? On verra ça. On y va. C'est parti pour le chapitre 144, on s'est arrêté au chapitre 144. On allait du coup se mettre en route pour la jungle, vers la jungle Sigma. De retour. Depuis la fenêtre de votre petite chambre, l'aube vous offre un spectacle étourdissant. Le soleil émerge doucement de sa nuit passée dans les profondeurs de l'océan, peignant les alentours d'un rose pâle. Tout est encore calme et la nuit se retire doucement, bercée par les ronflements moelleux d'un barbare, faussement sobre. Lorsque vous descendez, en le traînant derrière vous, Frère Plouf se tient déjà devant la grande porte de la mission, prête à partir. Nous avons jusqu'à ce soir 17h55 pour rejoindre l'autre bout de la jungle, le cachet de Funtar faisant foi. « Hâtons-nous » presse-t-il doucement d'un pas indolent. Le pyro-barbare n'a visiblement pas eu son quota de sommeil et poursuit sa nuit tout en marchant derrière vous. Marcher étant un terme abstrait pour définir le pas qu'il vous faut adapter pour suivre Frère Plouf, qui continue à traîner sa lourde carapace comme une forteresse. Chacun de ses gestes est empreint d'une lenteur abyssale. Pourtant, chaque fois que vous le quittez des yeux, il semble avoir avancé de plusieurs dizaines de mètres. Tournez la tête trop longtemps et cette tortue aura des lieues d'avance sur vous. Si son rapport à l'espace-temps demeure incompréhensible, vous avez tout à fait conscience qu'essayer de l'appréhender pourrait s'avérer encore plus dangereux. Vous suivez votre guide atypique sans poser de questions, alternant tant bien que mal entre la carapace de Plouf, l'enfant surdimensionné derrière vous et le sol où vous mettez les pieds. Rapidement, l'obscurité de l'aube laisse place à un soleil éclatant qui révèle la nature transformée tout autour de vous. Les arbres classiques laissent place à des plantes étranges, la canopée devient opaque et les broussailles redoublent d'efforts pour imposer leur hégémonie végétale au milieu des lianes et des branches et des fleurs aux couleurs suspectes. Alors, j'ai du mal peut-être lire le mot, c'est hégémonie ou hégémonie, je sais pas. Comme pris au milieu d'une attraction, vous vous émerveillez du changement de décor, aussi radical que soudain. Vous entendez au loin les sons de la jungle, les cris des prédateurs et les bruissements des branches tout autour de vous. Malgré l'enchevêtrement chaotique qui nécessiterait toute une panoplie d'objets tranchants pour pouvoir me faire qu'un pas, Frère Plouf ne semble même pas ralentir, creusant un véritable sentier naturel avec son imposante stature. Le plus étonnant n'est pas le rythme auquel il progresse, mais la crainte visible qu'il impose à chaque chose qui peuple cette jungle. Animal, végétal et minéral, tout semble s'être mis d'accord pour rester à distance raisonnable de cette créature d'apparence pourtant inoffensive. Devant lui se dessine son chemin clair et affranchi de tout danger. Les pierres roulent imperceptiblement sur les bas-côtés de la route. Les racines se terrent discrètement et les lianes remontent doucement à la cime des arbres. Arbres qui, pour vous assurer une route éclairée, écartent légèrement leurs feuilles pour laisser passer les rayons du soleil. Malgré vos sens à l'affût, toute présence animale semble avoir disparu et dans un excès de respect, se tait le temps de votre passage. Vous croisez la route d'un petit mulot qui, lorsqu'il remarque enfin votre procession, se cache brièvement sous les fourrés, non sans avoir pris soin d'effacer ses traces. « Nous marchons à flanc du volcan de Dagoltor », annonce Plouf. « Un volcan ?» C'est une sorte de montagne qui crache du feu, tellement fort qu'il fait fondre les pierres. J'ai toujours voulu en voir un de plus près. » C'est pour ça que tu voulais visiter la jungle de Sigma ? Par curiosité professionnelle ? Être un pyro-barbare, ça se mérite, gamin. C'est votre jour de chance alors, il entre en éruption.
À ces paroles, un souffle chaud accompagne une explosion lointaine. Vous levez les yeux au ciel pour voir une immense onde de choc traverser une partie de la jungle, évitant mystérieusement votre position. La seule chose qui finit par vous atteindre est une vive odeur de soufre, mais après avoir dormi aux côtés des flatulences du barbare pendant la majeure partie d'une année, vous ne la soulignez même pas. Ni lave, ni grondement, ni fumerolles, encore moins de rochers ardents qui menacent de vous écraser. Le volcan lui-même a préféré cracher discrètement son venin brûlant sur l'autre flanc, ravageant au passage un village d'elfes cannibales. Une coulée timide de magma tente bien de vous barrer la route, mais avant même que vous ne sentiez la chaleur, elle bifurque et va se perdre dans les broussailles enveloppées par des flammes paresseuses. Une chose est sûre, ce qui apprivoise cette jungle se concentre autour de Frère Plouf. Vous restez aussi proche de la tortue que possible, désormais convaincu que vous arriverez à bon port sans encombre. La journée de marche s'est déroulée sans autre surprise, si ce n'est qu'une averse torrentielle qui n'a pas lâché la moindre goutte sur vous. La pluie préférant ne pas se faire remarquer, lorsque le rideau d'eau se lève, vous constatez que la jungle s'éclaircit peu à peu. Devant un des derniers murs de branches et de feuillage, votre guide sourit. « C'est tout droit. Partez devant. Je dois ranger le passage derrière nous. » Excédé par la touffeur envahissante de ce labyrinthe tropical, vous surgissez hors des feuillages. Et ben voilà. La manière la plus simple de traverser la jungle de Sigma, en fin de compte, c'était d'avoir Frère Plouf avec nous. Alors après, évidemment, on a tenté, une première fois de la traverser comme ça à l'arrache, mais ça n'a pas été mince à faire. Et ça a commis du coup notre première mort sur ce livre, évidemment. Direction chapitre 181, on n'a pas trop de choix, évidemment. Ah oui, il est très très utile, et vraiment. On a du coup traversé la jungle sans aucune encombre. Vous voyez, toute la nature, en fin de compte, avait intérêt apparemment de s'écarter de Frère Plouf, et du coup, aucun danger. Vous avez enfin réussi à laisser l'étouffante moiteur de la jungle de Sigma derrière vous. Vous prenez une profonde inspiration et profitez de l'air pur qui vous caresse le visage. Quel soulagement! Depuis le début du voyage, cette jungle, en plus d'être une étape potentiellement mortelle, était une véritable source d'anxiété. Vous ne savez pas quel prochain danger s'imposera à vous, mais pour une fois votre optimisme rayonne, aussi rare et éphémère qu'un arc-en-ciel. Vous avez accompli votre objectif premier, fuir un emprisonnement légalement légitime mais moralement injustifié. Vous gambadez joyeusement derrière votre nouveau compagnon en direction d'un petit relais situé plus loin. Dans votre dos, la muraille naturelle de la jungle disparaît peu à peu, remplacée par une large savane bordant un point d'eau que votre bonne humeur qualifierait presque de lac. Cette plaine, clairsemée et jaunie par le soleil, ne connaît qu'un seul conflit, celui mené par les herbes hautes qui se disputent paresseusement l'espace. Au loin, par-delà l'étendue d'eau, une vision d'or et de poussière s'offre à vous, l'immense tapis aux nuances d'or, ocre et rose du légendaire désert de Stia. L'horizon ondule dans le coucher de soleil, illuminant les reliefs de ces dunes infinies. Vous comprenez enfin pourquoi les poètes y voyaient un océan dansant, respirant, vivant, un sol de silence, en roulement perpétuel, brisé seulement par le souffle du vent et le chuchotement du sable. Votre instant lyrique est interrompu par un bruit de trottement. Vous tournez la tête pour tomber nez à nez avec un petit cheval rayé que la curiosité a arraché à son troupeau. L'étrange créature s'avance doucement pour vous renifler la main, avant de passer sa tête par-dessous. Après quelques caresses, vous arrachez une touffe d'herbe pour la donner au jeune animal, ravi de vos attentions. Lorsque vous lui tapotez affectueusement le flanc, quelques notes de musique s'échappent des rayures de sa robe. Cette invraisemblance biologique ne semble pas perturber l'animal et vous profitez de l'instant pour pianoter cet instrument incongru. Vous êtes sur le point de réussir une mélodie harmonieuse quand le petit zébro décide soudainement de partir rejoindre son troupeau, au galop dans une cacophonie aiguë.
Clairement, les règles qui régissent cette région sont très différentes de celles de votre contrée natale d'Erener. Mais vous reprenez la route avec un sourire accompagné par le barbare qui sifflote l'air que vous essayez de jouer. Si vous avez rencontré le nain, poursuivez en 160. Si vous avez rencontré la tortue, votre route continue en 107. Alors, au vu du fait qu'on a rencontré le nain en jungle de Stia, mais qu'on est mort et que du coup ça compte comme un espèce de reset, on ne peut pas compter sur le fait qu'on a rencontré le nain. Donc en fin de compte, on va tout simplement suivre le chemin de base, donc rencontré par la tortue, donc on va en 107. À peine avez-vous fait un pas que la patte de Plouf vous fait sursauter en se posant doucement sur votre épaule. Enivrant, n'est-ce pas? Cette étendue d'or et de grains, ces dunes inexplorées vierges de tout tampon ou de cartographie. Vous attendez que votre cœur recommence à battre pour lui répondre nerveusement. Oui, difficile de résister, en effet. Il n'y a que du sable et pourtant c'est facile d'y perdre le regard. Ou bien plus. Prenez garde, mon jeune ami. La contrée de Stia est un monde de lois. Si vous ne suivez pas ces règles, en toute chose, c'est votre compte qu'elle finira par régler. Que pouvez-vous me dire sur le désert de Stia? Qu'il est régi par un des dieux majeurs des nains, Funta, le dieu du soleil. Funta? Mais ça ressemble à Funtar, non? Les formes changent, les essences restent les mêmes, répond-il mystérieusement. Par ailleurs, nous sommes arrivés. Le relais de Squalala n'est qu'à quelques minutes de marche. Maintenant, pourriez-vous, sourit Plouf en vous tendant un petit tampon. Vous validez le laissez-passer A38 et votre attestation de droit de reconnaissance d'un coup résolu. Les deux documents brillent un instant avant de disparaître dans un pouf abrupt, ne laissant derrière eux qu'une mince volupté de fumée. Merci, Plouf. Ravi d'avoir pu vous être utile. Tu viendras boire un coup avec nous pour fêter ça? C'est pas tous les jours qu'on se promène à travers un truc pareil. S'exclame le crânel-ornien en lui donnant une grande claque sur la carapace qu'il regrette immédiatement. Oh, je ne voudrais pas m'imposer. Il faut que je fasse mon rapport. Allez, tu vas pas te taper la route de nuit, si? Réfléchit la tortue. Il est vrai que le recensement de l'activité du relais est daté. Une mise à jour devrait se justifier. Je pourrais rafraîchir les rapports de croissance pendant la soirée. On pourra surtout se rafraîchir le gosier. Allez, viens, ce serait sympa. Je suis sûr qu'ils ont... De la salade? Oh, de la salade! S'enjaille soudainement Plouf avec une énergie inhabituelle. Ce serait merveilleux. Je pense que ça mérite une plus ample inspection. Je devrais sans doute pouvoir remplir un formulaire de justification de retard en rentrant au prieuré, mais que voulez-vous? Je reste un rebelle dans l'âme. Cligne-t-il de l'œil en vous faisant un geste de nageoire complice. Pendant qu'il s'éloigne joyeusement, le barbare vous souffle. De la salade? Sans déconner, Billy! Du calme. S'il y a de la salade par ici, tu pourras manger les trucs qu'ils en mangent. Bah, y a intérêt. Je suis au régime, je te ferai dire. Faut de la viande. J'essaie de garder mes lignes, termine-t-il en bandant un biceps. Vous soufflez du nez et suivez frère Plouf en direction du relais de Squalala en 168. La petite bâtisse d'où s'échappe une mince fumée claire relève d'une architecture toute particulière dotée de murs circulaires de pierre blanc et d'un toit pointu. Elle vous évoque une grosse bougie à laquelle est adjointe un enclos. Des mammifères bossus au cou oblong s'y prélassent oisivement un rictus hautain figé dans leur bec de canard et leur regard dédaigneux. C'est quoi? Demandez-vous. Je sais pas ce que c'est, mais ça me regarde mal. Hé! Bugle le barbare en direction des curieuses créatures. Oh, ce sont des fumos, des destriers sacrés de Funta. Notez comme ils se baignent dans sa lumière. Impressionnant, vous ne trouvez pas? Ah, laisse-les tranquilles, soufflez-vous au crânel-ornien. Si tu voyais ta tête, toi aussi tu serais alarmé. Vous pouvez vous pousser la porte du relais pour tomber nez à nez avec le propriétaire de l'endroit, un nain. Un authentique nain du sud, comme ceux des légendes et histoires que vous narrez votre mère avant sa mort. Affublé d'un turban richement décoré aussi gros que sa tête, son visage est monté par un immense nez crochu,
surplombant une barbe soignée figée à l'horizontale. Ses yeux ridés par la rudesse du temps s'écarquillent en vous voyant. « Par les larmes de Nédira, un humain? De fait, si je ne m'attendais... » balbutie-t-il avant de reculer devant la silhouette gigantesque du Pierrot barbare qui se dessine dans le cadre de sa porte. « De ma parole, des djinns me jouent des tours! Un zar! Un quoi ?» réitère le Pierrot barbare vers Plouf qui se tient juste derrière lui. Un zar, c'est ainsi que les nains nomment les géants dans leur contrée, les serviteurs du chef de tous les arts, le Zarkan. « Ah, Zarkan, c'est leur dieu aussi! Et ils ont tout pigé, ces nains !» acquiesce le colosse en affichant un immense sourire. Avant même que l'aubergiste ne retrouve ses esprits, une femme de petite taille apparaît à ses côtés, sans doute l'épouse du propriétaire, d'apparence tassée mais élégante. Elle ne porte pas de turban, mais une simple parure de bijoux sobres. « Qu'êtes-vous donc ?» exige-t-elle d'une voix chantante, un masque de politesse figé sur ses lèvres. « Oh, moi, je ne suis qu'un humble moine. »« Par Funta !» s'exclame enfin le nain en dévisageant la tortue géante. « Non, de Funtar, mais nos différences nous rapprochent car leur questionnement précède leur réponse. » Ce dicton plein d'une sagesse incohérente laisse planer un zen éberlué dans la salle brisée seulement par le couple de nains qui s'empresse de vous préparer table, boissons et nourriture. La surprise s'estompe rapidement toutefois et laisse place à des sourires détendus et une ambiance joyeuse. « Priez, voyageurs, prenez vos aises. Ce n'est pas tous les jours qu'un humain, un zar et une tortue nous font grâce de leur présence. »« Je préfère le terme testudin, » sourit calmement Plouf. « Mille excuses, noble ecclésiarque. Pour ma peine, cette première tournée est offerte. Nulle offense n'était voulue. »« Ah bah y a pas de mal, » dit le barbare en acceptant les plates d'excuses de votre hôte. « Je vais pas vous en vouloir de nous offrir à boire. » Immédiatement, son épouse apparaît à votre table pour poser des pichets d'eau et de vin épicé. Vous tendez la main pour vous servir, mais Plouf vous arrête. Chez les nains, seules les naines sont habilitées à servir de l'eau. Élément précieux pour leur culture, ce devoir leur est sacré. Si un spécimen mâle venait à se servir lui-même ou un autre, ce serait consigné comme un véritable outrage. De fait, les larmes de vie sont siennes, approuve le nain avec un sourire en regardant son épouse repartir en cuisine. Aussi envoûtante que Nédira, la déesse de l'eau, elle-même, ne trouvez-vous pas ? Oui, pour sûr. Très féminine. En effet, parvenez-vous à bafouiller. Donc si je pige bien, j'ai soif, je demande à une gonzesse si elle me donne, c'est ça ? Bien sûr, autant d'eau que votre corps le désire. De l'eau ? Mais et l'alcool ? L'alcool aussi. Ah, ça va alors, conclut le géant en vidant sa tasse d'un trait. Tu sais, ce que tu bois, c'est en grande partie de l'eau, hein, ajoutez-vous malicieusement. J'essaye de pas trop y penser, c'est pour ça que je bois. Avec tout ce que tu t'enfiles, je me demande comment tu ne finis pas avec un bide à bière. J'en ai un, dit-il en se tapant le ventre. Il est caché sous mes abdos, c'est tout. Le repas se passe sans accroc, éclairé par les flammes dansantes des lanternes, pendant que frère Plouf profite de l'occasion pour interroger le couple sur leur compte de résultats. Vous profitez de la douce fraîcheur pour déconnecter votre cerveau de la conversation et vous concentrer sur votre assiette. Du coin de l'œil, vous remarquez que sa salade diminue sensiblement sans que vous le voyiez en prendre une bouchée. Moi, ce que j'en dis... tu m'écoutes, gamin? Oh de quoi? Je me demandais, c'est quoi le plan maintenant? Eh bien, on a atteint notre objectif. On pourrait rester ici le temps que ça passe. Ah non, tonne le géant en tapant du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde, sauf Plouf qui rattrape nonchaleusement un pichet qui allait tomber. Vous êtes soudainement redevenu le centre d'attention de vos hôtes. La peur et l'incompréhension voilent leurs regards. Le barbare poursuit sans les remarquer. On vient de passer vachement beaucoup plus de jours dans un trou à vin minable, et maintenant qu'on voit enfin le soleil, tu me fais changer une cabane pour une autre. Mais c'est toi qui disais qu'on devait faire profil bas. Ben non, je disais qu'il fallait qu'on aille ailleurs, et ailleurs c'est ici, dit-il avant d'adoucir sa voix en voyant la main tremblante de la naine le resservir. Merci. Écoute gamin, j'aurais pas dû gueuler. Vous balayez sa colère d'un geste de la main en lui faisant signe de poursuivre. Mais je me dis que maintenant qu'on est dans le pays, autant en voir un peu, non? Et ce vin est pas mauvais.
On ne voudrait pas en boire d'autres. Vous soufflez du nez et tapotez doucement le bras du géant, alors que la voix de l'aubergiste s'élève. À son crédit, il ne vacille presque pas. Au-delà des dunes se trouvent les oasis de Kalassa et Oassa, deux arrêts balnéaires de repos pour mon peuple, où les mœurs et les lois sont plus permissives qu'à la capitale. Heureux est le sable qui s'écoule. Et la capitale ? Demandez-vous. Ah, la citadelle des sables, le joyau du désert, la demeure du sultanat et l'essence même de notre peuple, la cité de Djéal. Vous pourriez la joindre par une des caravanes qui desservent Kalassa ou Oassa. Celles-ci ne sont qu'à quelques jours de marche dans le grand désert, mais je peux vous atteler un fumo à l'aube. Et s'il le veut bien, vous y serez en fin de matinée. Oh, soupire Plouf d'un petit sourire. Quelle joie de pouvoir expérimenter un voyage à dos de ces nobles créatures. Il est dit que leur vitesse excède celle du vent. De plus, ces terres sont sous la juridiction de Funtar et non de Funtar. De Funta et non de Funtar. Il y a juste un R qui est rajouté en fait. Malheureusement, je devrais vous quitter afin de faire mon rapport au prieuré, en 3 exemplaires bien sûr. Vous ignorez la dernière remarque pour vous concentrer sur le visage souriant de la tortue. Ses narines sont légèrement dilatées et son bec un poil plus dur que d'habitude. Se voir refuser la possibilité de documenter un pays étranger doit être une torture absolue pour son savoir-être. Et pourtant, elle reste digne et intègre, allant jusqu'à cacher sa désolation pour ne pas gâcher votre voyage. Et s'il y avait une raison pour laquelle vous puissiez nous accompagner, je veux dire en tant qu'ambassadeur du grand ornithorynque. Hélas, le temple ne permet pas à un simple moine d'obtenir un tel titre provisoire. À moins que me permettriez-vous de devenir votre chroniqueur et de recenser votre voyage. Après tout, notre prieuré a fourni des documents vous permettant de passer la frontière. Tout ce que vous auriez à faire, c'est répondre à une enquête de satisfaction. Ça veut dire quoi, chroniqueur? Il veut nous la faire à l'envers ou... Mais non, il veut juste écrire ce qu'on fait et ce qu'on vit. Hein? Ce qu'il fait déjà, ça me va alors. S'il nous en file une copie après, on pourra l'agiter au nez de tous les glands du Déréner, histoire qu'ils sachent à quel point on se marrait pendant qu'ils faisaient chier à nous chercher. Et s'ils savent pas lire, bah ils liront entre les lignes ou c'est moi qui les chronique. Alors topez là, vous exclamez-vous joyeusement en serrant la nageoire d'un Plouf radieux dont le visage reste inchangé. Entendu. Dès demain, j'irai au prieuré pour remplir les documents nécessaires. Vous n'aurez qu'à partir devant, je vous rejoindrai en route. La mémoire des déplacements erratiques du moine et sa mystérieuse relation avec le temple vous empêche de protester et avant que vous ne puissiez y réfléchir plus, vous vous retrouvez dans une chambre cossue au sous-sol. Vous procédez à l'entretien de vos affaires étalées sur le lit. Les ronflements tonitruants de votre tsar de compagnie résonnent jusqu'à votre sourire. En rangeant votre matériel, vous sentez une chaleur inhabituelle se dégager de la lampe. Que vous alléguez votre mentor Fanta. Sans être brûlante, la surface singulière de l'objet a une température supérieure à la fraîcheur ambiante. Vous finissez par vous frotter les yeux à chaque jour sans problème, et cette journée a été trop longue, pensez-vous avant de vous allonger. Vous reposez la lampe sur un coussin et regagnez 2 points de vie et 2 points de chance en passant la nuit à vous cogner partout dans le lit, trop petit en 70. Beaucoup de lecture encore une fois, et du coup on n'a pas trop le choix. Donc on récupère 2 points de vie, on n'avait pas perdu de points de vie, donc du coup on est déjà au maximum, donc on est déjà à 18 points de vie. On va juste remater vite fait la fiche de personnage qui a été modifiée par rapport au dernier épisode. Donc on est à 18 points de vie, on est au max. On avait récupéré d'ailleurs une bouteille de vin durant le dernier épisode et récupéré 2 points de chance vu qu'on n'en avait pas perdu. On est à 5, on reste à 5 du coup. Yes, on boit un petit peu. Et du coup ensuite on va aller en 70. Ça va, là c'est moins long. Donc du coup on va aller se promener direction les oasis de Kalassa et Oassa.
Donc je ferai, je pense, après cet épisode-là, un petit épisode de, comment ça s'appelle, de lore par rapport aux dieux qu'il y a dans les, comment ça s'appelle, dans les régions, afin que vous puissiez vous orienter un petit peu quand voilà, on balance, genre tout à l'heure on parlait de Nedira, de Funta, de Kalasa et Wassa, c'est aussi des divinités dans la région de Stia. Et du coup à la fin de ce livre, il y a du coup tout un lore par rapport aux différentes divinités qu'il y a, qui sont représentées dans ce livre. Il y a également le Zar Khan, donc le dieu vénéré par le pyro-barbare, et du coup également dans la région de Stia, donc c'est le même en vrai, hein, c'est le même. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces divinités sont les mêmes dans toutes les régions, sauf qu'ils changent juste de nom en fait. Et il y en a plus ou moins dans d'autres régions. En Erener ils sont 12, ici en Stia ils ne sont que 7, il n'y en a que 7. Donc c'est parti du coup, let's go pour le chapitre 70. Au petit matin, vous êtes réveillé par un rugissement sauvage provenant de l'extérieur. Encore vaporeux, vous ne prenez même pas le temps d'enfiler votre tunique à l'endroit et grimper les marches de l'escalier 4 à 4. Vous franchissez la porte de l'auberge en toute urgence pour être ébloui par la lumière éclatante du soleil levant. À quelques mètres, la silhouette du barbare à contre-jour se grave dans vos rétines brûlées. « Salut gamin, t'es levé tôt pour une fois. Tu viens apprécier le lever du soleil toi aussi ?» Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai entendu hurler, t'as rien? Paniquez-vous en scrutant les alentours. Hein? Ah, c'est rien, je pissais, c'est tout. S'esclave votre ami. Votre cerveau termine enfin son long processus de démarrage et vous rejoint dans votre stupéfaction. Mais tu faisais quoi? Bah, je profite du décor, une belle plaine vierge, un petit lac, le désert au loin, le soleil dans le poire, je pisse quoi, les petits plaisirs de la vie. Mais pourquoi t'as hurlé comme ça? Ah, ça faisait depuis qu'on a traversé l'artère que je me retenais. Du coup, je peux te dire qu'avec tout ce que j'ai sifflé, il fallait que ça ptisse. Hein. Mais tu te retiens depuis tout ce temps. Mais pourquoi? Bah, je suis comme ça, j'ai mes petits conforts et puis j'ai besoin d'espace. Sourit-il pendant que vos yeux s'habituent enfin à la lumière. Heureusement qu'il a remis son pagne. T'aurais quand même pu aller plus loin. Il est où, Plouf? Bah, il est parti. Il a dit qu'il nous rattraperait, répond le barbare sans plus de cérémonie. À la bonne heure, voyageur, il me sied bien de vous voir si matinaux, lance l'aubergiste nain depuis la porte. Entrez donc, vous rassasiez puis préparez vos affaires. Je vais attendrir les fumeaux pour votre voyage. Oh, et votre ami encarapacé a pris la liberté de régler votre note. Maintenant, hâtez-vous, puis rejoignez-moi à l'enclos. L'humeur de ces destriers reste entre les rayons de Funta. Vous rassemblez vos affaires après avoir profité d'un petit déjeuner complet, puis retrouvez votre hôte en 114. Donc on va aller voir du coup les fameuses bestioles qui du coup je vais essayer de vous faire voir un petit peu l'image des fumeaux. En gros c'est une sorte de chameaux avec un bec d'ornithorynque, mais qui sont assez fiers apparemment. Il va y avoir une petite épreuve là-dessus. 114. Alors, je vous fais voir vite fait la bestiole en question, directement via le livre. Tac. Hop. À quoi ça ressemble, ma fou? Je sais pas si vous voyez bien. Ça ressemble à ça. À peine avez-vous contourné le bâtiment que vous êtes confronté au regard dédaigneux d'un fumo. Soutenu par le sourire hautain de ses congénères, le mammifère poilu, au cou longiligne, vous dévisage avec la curiosité de la détestation. Si son bec vous rappelle celui de Funtar, le dieu ornithorynque de la justice et de la gravité de votre contrée d'Erener, vous prenez soin de garder à l'esprit que l'animal est un protégé de Funta, le terrible dieu solaire, colérique et intransigeant du désert de Stia. Et comment que ça se monte ces bestioles? Vous devrez vous montrer convaincant pour qu'ils vous dignifient de leur temps. Pourquoi avoir un enclos pour eux si vous ne pouvez rien en faire vous-même? Demandez-vous aux nains qui adoptent une posture horrifiée. Ils sont les protégés de Funtar, jeune humain. C'est un immense honneur qu'ils aient choisi mon humble établissement comme lieu de recueillement. Vous jetez un œil à la façon dont les fumos s'avachissent oisivement dans la poussière, commérant silencieusement sur tout ce qui entre dans leur champ de vision.
Belle religion, pensez-vous à mi-voix. Mon adoré vous a mis les plus dociles à disposition. Sachez que le désert est sans merci pour ceux qui ne respectent pas son empire, mais accordez foi à son destrier, il ne s'arrêtera pas avant que vous ayez de vous avoir mené. Oh, et n'en descendez sous aucun prétexte, il prendrait cela pour un affront, souffle le nain avant de masquer sa bouche du soleil avec l'ombre de sa main. Personnellement, je les ai toujours trouvés un peu soupolés. La bravache flatteuse marchera sur les plus jeunes, la bonté et la patience sur les plus anciens. N'oubliez jamais de les remercier ensuite, ou il vous en mordra. Pigé, le diamant s'en souviendra, murmure le barbare à son tour. Parfait, s'exclame l'aubergiste alors que son épouse vous apporte 2 sacs de victuailles et de boissons pour la route. Alors priez, faites votre choix. Entêtés comme ils sont persuadés, les Fumo ne se sera pas une mince affaire. Si vous êtes muni du crayon, utilisez une tactique interrogatoire agressive sur un Fumo. Le contenu d'un sac de grains, si vous l'avez, pourrait sans doute en séduire. Si vous pensez pouvoir en dompter un par la force de votre habileté, ruez-vous en 64. Si vous êtes paysan, communiquez directement avec l'un d'entre eux en 129. Et enfin, si rien de tout ceci ne vous est possible, allez voir le vieux Fumo en 58. Alors, là du coup maintenant ça y est, on a enfin la possibilité d'avoir plusieurs choix à notre disposition. Donc, or il y a 2 choix qu'on ne peut pas, puisqu'on n'a ni le crayon ni le sac de grains en notre possession. Donc on peut soit essayer de dompter un Fumo par la force, en utilisant notre habilité, donc ça va être un jet à faire, un jet d'habilité tout simplement. Si on est paysan mais on n'est pas paysan, donc du coup on ne pourra pas utiliser cette solution. Et on a la deuxième solution en essayant du coup d'aller voir directement un vieux Fumo, mais qu'il soit vieux ou jeune, en fait ça reste des animaux très fiers apparemment, hein. Il ne faut pas en gros les provoquer. Donc c'est à vous de choisir, c'est votre choix, que décidez-vous? Le choix d'en dresser un directement par la force en faisant un jet d'habilité. Donc direction 64, comme ça on fera un petit jet de dés. Ce jeune Fumo fougueux est parfait dans sa jeunesse, arrogant, plein d'énergie et sûr de lui-même, mais sans l'endurance ou l'obstination née de la patience. Vous montez sur son dos sans le prévenir, en tendant votre sac au barbare. Faites un jet d'habilité en jetant 2 dés et en les additionnant. Si le résultat est inférieur à votre habilité, prenez l'ascendant en 48. Sinon, vous en sortirez cabossé, mais continuez fièrement en 24. Donc on va faire un jet de dés, évidemment. Donc on va se mettre en mode combat, enfin c'est l'affiche du combat, mais c'est juste pour faire le jet de dés. Donc il n'y a pas de combat, hein. C'est juste qu'on va faire 2 jets de dés, en fait, 2 dés de 6, on va les jeter. Et du coup si on fait 6 ou moins, parce que c'est actuellement notre habilité, si on fait 6 ou moins avec ces 2 dés, et bah du coup on arrivera à monter dessus en gros sans se faire agresser. Sinon bah du coup on ira en 24. Alors on va prendre 2 dés déjà, on va en rajouter un. On va prendre ces deux là. Donc si on fait 6 ou moins, du coup bah ça passe. Ah, on a fait 9, dommage. C'est dommage. Donc du coup on va en 24. Le Fumo souffle, rue et bondit dans tous les sens. Comme possédé, la bête accélère jusqu'à des vitesses vertigineuses, prenant des virages impossibles et des freinages à briser le plus hardi des dresseurs. Vous basculez tête la première et chutez de votre monture, le pied toujours pris dans l'étrier. Vous êtes traîné dans les dunes sur une centaine de mètres et gobé au passage un bon kilo de sable. Vous perdez 5 points de vie ou 4 points de chance, si vous en avez un montant suffisant. Si ce petit accident vous coûte la vie, découvrez le futur de la nation de Stia en 414. Si vous avez survécu, rabattez-vous sur un Fumo plus docile en 58. Donc on n'est pas mort, hein. On a perdu 5 points de vie, mais on n'est pas mort pour autant. Il nous reste à l'heure actuelle 13 points de vie. Donc on va faire du coup moins 5 quand même. Et on va aller du coup en 58. Faute de relations particulières entre vous et le monde animal, vous décidez de prendre le spécimen de l'enclos qui vous semble le plus docile, et c'est sur un vieux Fumo d'Ekati que se jette votre dévolu.
Fiable est-il, celui-là? Je m'en sers parfois pour tondre le sable. Chargez-le du poids du monde, s'il le faut, il ne fera jamais défaut, vous annonce l'aubergiste. La bête, reconnaissant votre jeunesse, accepte de mettre sa très longue existence à votre service, tant que vous resterez poli et respectueux. Son regard vous rappelle celui d'une grand-mère sévère mais secrètement malicieuse, de celle qui vous tape sur les doigts tout en glissant un bonbon en secret. Malheureusement, le poids des années se fait sentir, et ce n'est qu'en lui frottant la bosse pour la réchauffer qu'elle plie difficilement les genoux pour vous laisser monter. Son grand âge n'a rien changé à sa vigueur cependant, et vous rejoignez le pyro-barbare déjà ado de Fumo en 21. T'es prêt, gamin? Ça donne un peu le vertige, on n'est plus haut qu'à cheval, mais je suis prêt, il faudrait. Alors, ya! Bugle votre ami en fouettant allègrement son destrier qui démarre en trombe en direction du désert. Sans prévenir, votre monture part à la poursuite de son congénère et accélère brutalement. Le changement soudain entre un immobilisme paisible et cette course effrénée manque de vous faire tomber et vous vous agrippez désespérément à votre Fumo qui continue sa course éperdue. Peu à peu, vos yeux s'habituent au vent qui s'écrase sous votre visage quand votre Fumo et celui du barbare se mettent à ralentir simultanément, le silence remplaçant le bruit assourdissant du galop. Au fait, gamin, on va où? S'enquiert enfin le barbare. C'est maintenant que tu te bandes? L'engueulez-vous au plus fort que vous ne l'auriez voulu pour surmonter votre surdité passagère. Sans attendre votre réponse, il fait un geste inattendu. Les yeux perdus au loin, il vous tend solennellement sa hache. C'est la première fois qu'il vous confie l'un de ses biens les plus précieux, sans vous expliquer pourquoi. Vous saisissez l'objet sans comprendre, du moins jusqu'à ce que vous l'observiez descendre de son Fumo. Courir au sommet de la dune la plus proche et se jeter dans la pente en enchaînant les roulades. Vous l'entendez pousser un « Ouais !» sonore tandis qu'il dévale la dune dans un tourbillon de sable. Ça me rappelle quand j'étais gosse en Crânelorn. On se laissait rouler en bas des pentes enneigées jusqu'à se bourrer un sapin ou tomber dans la rivière gelée. Sauf que là, c'est encore mieux, c'est même pas froid et pas de risque d'avalanche, annonce-t-il une fois de retour. Merci gamin, j'avais besoin de ça. Tu veux essayer aussi? Sans façon, content que tu t'amuses, mais le nain avait dit qu'il fallait pas descendre du Fumo pour ne pas le vexer. T'inquiète Billy, ce petit père là, il pige. Je suis sûr, il ferait pareil quand il peut, affirme votre ami. Vous croisez le regard outré de sa monture et hochez imperceptiblement la tête en signe d'excuse universelle. Pendant une seconde, vous lisez clairement dans les yeux de la bête « Touriste ». Heureusement pour lui, le Fumo décide de passer l'éponge et vous rendez la hache au pyro-barbare. Alors gamin, t'as décidé d'où on va? Deux choix surgissent dans votre esprit. Kalassa, l'oasis de détente et de sérénité, ou sa jumelle Oassa, lieu de fête perpétuelle et de plaisir abondant, se trouvant en 105. Alors, soit aller à l'oasis de Kalassa, soit aller à l'oasis de Oassa, lieu de fête. C'est soit la détente à Kalassa, soit la fête à Oassa. Du coup, on va aller se diriger vers les fêtes perpétuelles de l'oasis d'Oassa en 105. Et ce sera du coup le dernier chapitre de cet épisode. Vous énoncez clairement votre destination au Fumo et à la bête démarre. On trombe encore une fois, sauf que maintenant vous êtes prévenu et vous pouvez apprécier la sensation folle de célérité que vous offre ce voyage. En dessous de vous, les dunes défilent à une vitesse phénoménale et les pattes de votre monture dessinent un flou masqué par l'immense traînée de poussière qui suit votre sillon et celui du barbare. C'est un coup à prendre, mais votre adaptation se fait sans mal et vous parvenez à Oassa avant la mi-journée. Oassa, enivrante Oassa, havre de voluptueuses provocations et de fièvre passionnelle, l'oasis de la lune, fille qui invite ses voyageurs à une extase permanente. Vous êtes saisi dès votre arrivée par l'énergie qui imprègne les allées de cette station sablière. La minuscule cité s'avère un cercle parfait, à l'intérieur duquel jaillissent des tours étroites. Et à celle qui caressera le soleil la première, sur les balcons accrochés aux immeubles de pierre blanche, grouillent des nains, en pleine recherche d'eux-mêmes. Ils dansent frénétiquement sur des percussions endiablées
qui vous matraque les oreilles. L'artère principale de l'oasis en trace le diamètre et déploie quelques petites tavernes où s'agglutine une populace naine chamarrée. L'eau, le vin en divers spiritueux coulent à flot ouvert dans la gorge de cette faune fêtarde. Oassa, impertinente provocatrice, est un joyau qui nargue les lois élémentaires du désert, qui l'embrasse de son souffle permanent. Un jeune nain à la peau cuivrée, dont le turban est orné de petits encensoirs, s'approche de votre attelage, en vous tendant une feuille de papier jauni. « Bienvenue à Oz. »« Waouh, un zar sur un fumeau, parlez ma mère de Nedira !» s'exclame le nain qui semble percevoir votre ami comme une hallucination. « Puisse le sable ensevelir tous vos désirs et le vent lécher tes plaisirs. » Vous descendez de votre monture pendant qu'il s'éloigne pour tomber dans les bras d'une naine qui lui plonge la tête dans une fontaine proche. « Je sens que je vais me plaire ici, » sourit le barbare. « Oui, mais te plaît pas trop, faut encore qu'on trouve un endroit où dormir, je te rappelle. »« Vu l'ambiance, ça va être facile, la rue a l'air pionçable. »« Dormir confortablement, précisez-vous en levant un sourcil. »« Ah ouais, » ajoute votre ami dubitativement en se grattant la barbe. « Dites, ça te dérange pas si je... »« On se sépare pas, » souriez-vous en lui donnant un petit claque dans le bas du dos. « Mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'amuser en cherchant. » Vous profitez de la lumière de son sourire éclatant pour lire le fascicule qu'on vous a remis en 283. Et alors du coup, on est arrivé à la fameuse oasis d'Oassa. Donc c'est vous avez bien vu dans la lecture de ce dernier chapitre, c'est plus ou moins les grands plaisirs de la vie dans cette oasis. On va découvrir du coup pas mal de choses sympas dans cette oasis, mais ce sera du coup au prochain épisode en 283.